Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de L'Épée de l'Éternel, une aventure de John Milton de Mark Dawson, lu par Stéphane Cornicard. Partie 1. Chapitre 1. Le shérif Lester Grogan remarqua le type qui marchait sur le bas-côté en direction de Vérité, le dos lesté d'un lourd pactage. Une centaine de mètres les séparaient, et il ralentit son véhicule pour mieux l'observer. De dos, on aurait dit n'importe quel randonneur qui traverserait les collines de cette partie de la péninsule nord du Michigan. Un peu plus grand que la moyenne, plutôt svelte, et costaud, à en juger par la charge qu'il portait sans le moindre effort apparent. Un gros sac d'où pendaient plusieurs sacoches plus petites reposait sur ses épaules, le tout barré d'une carabine en bandoulière. Grogan se porta à sa hauteur et se cala sur son allure. Il abaissa sa vitre électrique. « Un instant, mon gars. » L'homme s'arrêta, se tourna vers lui. « Oui. Comment ça va? »« Pas mal. » Grogan l'évalua d'un rapide coup d'œil. Il était sale et débraillé, avec de longs cheveux noirs qui lui descendaient jusqu'aux épaules, emmêlés et entortillés aux pointes, et une épaisse barbe hirsute. Ses vêtements étaient pareillement crasseux. Son jean était effiloché en bas et rapiécé en plusieurs endroits, et une croûte de boue recouvrait ses chaussures de randonnée. Il avait les yeux les plus bleus et les plus froids que Grogan eût jamais vus. Il brûlait d'un feu glacial sous d'épais sourcils, et quand le type se tourna pour lui rendre son regard, le shérif se sentit momentanément décontenancé. « Lester Grogan, » dit-il en guise d'introduction. « Vous arrivez à Vérité, dans 2 kilomètres. »« Je sais. Et je suis le shérif. » L'homme se contenta de hocher la tête. « Et vous vous appelez comment, l'ami? »« John. »« John ?» répéta-t-il en l'invitant à fournir une information qu'il pourrait saisir dans son ordinateur. « C'est ça. »« Vous avez un nom de famille? »« Oui. » Lester montra quelques signes d'agacement. « Changez d'attitude et dites-le-moi. J'ai fait quelque chose de mal? » « Pas que je sache. J'aime juste savoir qui met les pieds dans ma ville. »« Milton. »« Très bien, monsieur Milton, ravi de faire votre connaissance. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? »« Je marche, rien de plus. »« Rien de plus? »« Oui. »« Vous venez d'où comme ça? »« De Trout Creek. »« Et vous allez où? » L'homme haussa les épaules, et son sac à dos remonta légèrement. « Je l'ignore, » avoua-t-il. « Là où la route me mène, je dirais. » Lester Grogan était policier depuis 20 ans, et s'il avait tenu aussi longtemps, c'était parce qu'il avait appris à se fier à son instinct. Et là, ce type cochait toutes sortes de mauvaises cases. Il était fuyant, limite insolent, et il ressemblait à un clochard. Ce qui ne lui disait rien qui vaille sur le bonhomme ou la perspective de le voir débarquer dans sa petite ville. « Vous prévoyez de séjourner à Vérité? » « Je l'avais envisagé. »« Je vous dépose? » L'homme secoua la tête. « Non, merci, ça va. » Lester se pencha et ouvrit la portière passager. « Je suis sérieux, laissez-moi vous accompagner, vous soulager de votre chargement. »« Ça va, shérif. Montez dans la voiture, John. » L'homme le fixa à nouveau de ses yeux bleus et froids, et l'espace d'un instant, Grogan crut qu'il allait le mettre au pied du mur. Ça pourrait alors devenir intéressant. Mais au moment où sa main droite se portait à l'étui de son pistolet, Milton fit tomber son sac d'une épaule, puis de l'autre, ouvrit la portière arrière et déposa son barda sur la banquette. Il rangea soigneusement la carabine à côté, puis monta près du shérif. « Parfait, » dit Lester. « Allons-y. » Chapitre 2. Lester prit la route 28 et sa longue ligne droite vers l'ouest, traversa le pont qui enjambait la Presque Isle River et roula jusqu'à Vérité. Ils dépassèrent les boîtes aux lettres des grandes maisons en bordure de ville, puis l'enseigne d'un parc de loisirs en intérieur,
et le centre commercial, avec sa station-service, la boutique de location de quad et le Pizza Hut qui avait récemment ouvert ses portes. Il vivait là depuis son retour du golf et connaissait le coin comme sa poche, depuis les grands espaces entre les magasins jusqu'au vert omniprésent de la forêt qui jouxtait la ville. Il y avait le carrefour où le pick-up du vieux McDonald avait embouti la fourgonnette UPS une semaine plus tôt. Le Johnny's Bar, où la veille au soir il avait dû mettre fin à une bagarre entre le fils de Thor Beckstrom et deux randonneurs qui avaient bu avec un peu trop d'enthousiasme. Il savait tout sur tout. C'était une ville paisible et agréable. Petite, à peine plus de 1000 habitants, jamais trop animée et qui posait rarement de défis en matière de maintien de l'ordre. Lester aimait à se voir comme un homme modeste, mais il était persuadé que la fermeté dont il faisait preuve dans son travail jouait aussi un rôle dans le calme qui régnait ici. Il restait maître de la situation, ne laissait jamais les problèmes prendre de l'ampleur, les étouffait vite et sans hésitation. C'était ce pourquoi il était payé et il était fier de son boulot. L'homme, assis à ses côtés, pourrait devenir un problème. Lester reconnaissait les signes. Il allait veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Ils atteignirent le croisement avec Falls Road, l'artère principale qui menait au centre de la ville. Une pancarte bleue indiquait la direction de la police d'État, une autre, la cascade de Big Trout. Le feu passa au rouge et Lester s'arrêta. « Alors, dit-il pendant qu'il attendait qu'il repasse au vert, « d'où est-ce que vous venez ?»« D'ici et là, » répondit l'homme, Milton. « Vous n'êtes pas très bavard, dites-moi. »« Je n'ai pas grand-chose à dire. »« Et votre accent, c'est quoi? Anglais ?»« Exact. »« C'est pas un accent qu'on entend souvent par ici. » Milton ne répondit rien. Décidément, ce type mettait Lester mal à l'aise. Quand il l'avait aperçu sur le bas-côté, il avait tout d'abord pensé que c'était un vagabond, un routard. Le genre de gars qui, s'il en croyait son expérience, ne pouvait que créer des tensions en débarquant quelque part. Il n'en était plus aussi sûr à présent. Maintenant qu'il lui avait parlé, le motif initial de sa réticence à le laisser entrer dans sa ville avait cédé la place à un autre sentiment. Pas de la peur, non, parce qu'il en fallait beaucoup pour l'effrayer, mais de l'appréhension, l'impression que ce John Milton était une source d'ennui. Il était renfermé, si impénétrable qu'il ne lui apprenait rien de rien, et ça le rendait nerveux. Il se comportait comme s'il avait quelque chose à cacher. Les motifs de son malaise avaient peut-être changé, mais pas sa conclusion. Ce n'était pas le genre de type qu'il voulait dans sa ville. Le feu passa au vert. Au lieu de prendre à droite pour rentrer dans Vérité, Lester continua tout droit. Milton tourna la tête et vit les lueurs de la ville disparaître dans leur dos. Il se remit face à la route et faillit dire quelque chose. Lester se tendit d'avance, mais Milton se ravisa et conserva une fois encore le silence, le visage fendu d'un mince sourire. Lester poursuivit vers l'ouest. Quand ils dépassèrent le panneau de sortie de la ville, le doute n'était plus permis. Pourtant, Milton restait muet. 1 kilomètre plus loin, l'étendue bleue d'East Lake apparut sur la gauche, et Lester ralentit pour pénétrer dans le parking qui desservait le camping au-delà. Il roula sur le chemin caillouteux et arrêta le véhicule. Le soleil avait totalement disparu derrière l'horizon à présent, et le vaste lac se déployait de l'autre côté de la rambarde en bois et du terrain en pente douce. Lester coupa le moteur. « J'espère que ça vous a aidé. » Milton ouvrit la portière et descendit. Il prit ses affaires à l'arrière. « Il y a un camping là-bas, » dit Lester en désignant la rive. « C'est une dizaine de dollars la nuit. Mais si ça vous pose un problème, dites-leur que vous venez de la part de Lester Grogan. Ils fermeront les yeux. » Là encore, Milton ne dit rien. « Bon, bonne nuit, » lança Lester en se penchant pour attraper la poignée. Il referma la portière et baissa la vitre. « Faites attention à vous. » Milton passa le bras droit dans les sangles de son gros sac, le souleva du sol et le hissa sur ses épaules.
Il ramassa sa carabine et se retourna vers la voiture de patrouille. Un de ces quatre. La main de Lester plana au-dessus de la commande de démarrage. Il lui rendit son regard, le visage éclairé d'un sourire, mais veilla à répliquer d'une voix ferme. « Je ne crois pas, non. » Il dévisagea l'homme qui le toisait de toute sa hauteur et éprouva ce même malaise persistant. Espérant avoir simplement mal interprété ses propos, il démarra et fit marche arrière. La nuit tombait vite à présent, et les phares s'allumèrent automatiquement, les faisceaux balayant la surface paisible de l'eau, attrapant les insectes dans leur puits de lumière. Les graviers crissèrent sous ses pneus quand il passa la marche avant, et il remonta la piste dans un grondement de moteur avant de tourner à droite, en direction de la ville. Chapitre 3. Milton regarda les feux du shérif sur les 800 mètres de ligne droite, puis la route vira à gauche et la voiture de patrouille fut engloutie par l'étreinte sombre des premiers arbres. Voilà qui avait été inattendu et presque comique, se dit-il. Il s'observa. Peut-être bien qu'il avait l'air un peu rustique, un peu négligé sur les bords, mais il avait passé ses dernières semaines en pleine nature et les commodités de la vie moderne avaient été une denrée rare. À quoi s'attendait-il ici? À des cheveux bien coupés et à une manucure? À un costard? Il était parti de l'Ohio. C'était là que les ennuis avaient commencé et qu'il avait décidé que la meilleure manière de se protéger de la tentation était de mettre le plus de distance possible entre elle et lui. Il avait acheté le matériel nécessaire à Akron et s'était enfoncé dans la nature. Il avait contourné la rive sud du lac Erie, pris au nord à Toledo et suivi le lac vers le nord jusqu'au Michigan. Il avait marché la plupart du temps, mais il avait parfois fait des bouts de trajet en stop. À Flint, il s'était même glissé clandestinement à bord d'un wagon vide dans un train de marchandises en partance vers le nord. Il était resté à l'écart des villes, qu'il contournait dans la mesure du possible et avait trouvé des coins tranquilles pour dormir sous la tente. Une virée calme et apaisante, juste ce qu'il lui fallait pour faire retomber le tumulte qui grondait sous son crâne. Il repensa alors à ses années dans l'armée, notamment à sa formation dans le massif gallois des Brecon Beacons, ses longues journées et nuits à se débrouiller seul, alors même que d'autres soldats tentaient de le débusquer. Il était doué à l'époque, et il avait remarqué avec plaisir qu'il n'avait pas perdu la main, malgré le manque de pratique. Sa vie d'avant, au sein du groupe, lui avait souvent apporté facilité et confort pendant les temps morts au cours des missions. Il logeait dans des hôtels haut de gamme pour donner la bonne impression aux cibles qu'il était chargé d'éliminer. Mais les excès ostentatoires l'avaient toujours gêné, et il avait découvert que la simplicité et l'authenticité de ces derniers jours étaient précisément ce dont il avait besoin. Alors qu'il traversait le Straits State Park, situé à la pointe du Michigan, et se dirigeait vers le nord-ouest, les premières pluies étaient arrivées. Il se trouvait en bordure de route quand des trompes d'eau s'étaient abattues. L'averse avait été si violente que le vacarme noyait le grondement des moteurs des voitures qui le dépassaient malgré son pouce levé. Il avait vite été trempé jusqu'à la moelle, et depuis, il avait plu presque sans discontinuer. Il avait monté la tente et était resté une journée à l'abri. Mais quand il était devenu évident que les intempéries n'allaient pas cesser de sitôt, il avait levé le camp et s'était remis en route. Il avait besoin de rester en mouvement, et s'il fallait vivre dans l'inconfort pour cela, alors soit. La pluie avait perduré tandis qu'il remontait vers le nord. Les pistes qu'il empruntait s'étaient transformées en bourbiers, et il devait se méfier des crues éclairs où des lits de cours d'eau jusque-là à sec se métamorphosaient à une vitesse effrayante en de véritables torrents tumultueux. Ses vêtements étaient constamment trempés, ses cheveux et sa barbe dégoulinaient, et le froid commençait à s'infiltrer profondément en lui. Il n'avait pas prévu de s'arrêter dans une ville avant de parvenir dans le Wisconsin, mais plus il y réfléchissait, plus il envisageait de modifier ses projets. Ses journées en pleine nature avaient atténué son envie de boire.
et il se sentait suffisamment solide pour résister à nouveau à la tentation. Il avait repéré sur sa carte que la ville de Vérité se trouvait sur son trajet et décidé d'y faire halte. Un repas chaud, un bain chaud et un lit propre lui avaient paru soudain très attrayants. Et maintenant, ça. Ça ne s'inventait pas. Il jeta un coup d'œil au parking, à la piste qui menait au lac et, sur la rive, à l'espace dédié aux campeurs. Une grande tente était déjà montée, près d'un 4x4, sa toile beige à peine visible dans la lumière mourante. Des pêcheurs, probablement. Pendant qu'il attendait là, des voix lui parvinrent, portées par la brise venant du lac. Il pourrait, en effet, planter la tente ici. Le site était suffisamment vaste pour lui permettre de s'installer loin des pêcheurs afin de ne pas être dérangé. Il avait vu sur la carte que la ville de Wakewood se trouvait à 30 kilomètres à l'ouest. Il parcourait en général près de 5 kilomètres en 1 heure, et s'il longeait la route, la physionomie du terrain ne le ralentirait pas trop. Il pourrait camper ici ce soir, partir tôt le lendemain et être en ville pour le déjeuner. Il s'était presque résolu à cette idée quand un puissant grondement de tonnerre se réverbéra dans le ciel. Il regarda vers le sud et vit un immense éclair fourchu illuminer l'eau. Les premières gouttes touchèrent le sol, s'écrasèrent sur son visage levé vers les tourbillons de nuages noirs qui filaient vers le nord. Un nouvel éclair claqua, suivi d'un autre grondement, plus proche à présent, et il changea d'avis. Il ne voulait pas attendre d'arriver à Wakewood. Ce n'était quand même pas un bouseux de flic aux idées préconçues qui allait lui dire où il pouvait et ne pouvait pas aller. Il roula des épaules pour bien positionner les sangles de son sac, ramassa sa carabine et se dirigea vers la route goudronnée, les graviers crissant sous ses pas. Il prit vers l'est et entama sa marche d'1,5 kilomètre pour revenir aux abords de la ville. Chapitre 4. Il lui fallut 20 minutes. La pluie tombait drue, un nouveau déluge torrentiel qui défiait toute logique dans la mesure où plus il durait, plus il semblait gagner en intensité. Il dépassa la pancarte « Bienvenue à Vérité » en bordure de la ville et continua jusqu'au carrefour où il s'était brièvement arrêté au feu. Il avait été très attentif pendant que Grogan lui avait fait traverser la ville, et il savait quelle direction prendre pour rejoindre le centre. La pluie qui s'abattait rendait l'asphalte luisant, de sorte que le rouge, l'orange et le vert s'y reflétaient en longues traînées, comme brossées par un peintre. Une fois la route dégagée, il traversa et prit vers le nord. Il se trouvait encore à 3 kilomètres du bourg proprement dit, et, quand il y parvint, une autre demi-heure s'était écoulée. Quand il pénétra enfin en ville, il sourit à la pensée qu'il était agréable de ne pas avoir à se soucier des procédures qu'il avait si longtemps respectées. En temps normal, à son arrivée dans un tel lieu, il aurait multiplié les détours pour repérer une éventuelle filature. C'était de l'histoire ancienne, mais les habitudes avaient la vie dure. Vérité était une petite ville, le genre de bourgade où on trouvait pratiquement tout, mais en peu d'exemplaires. 2 hôtels, quelques restaurants, quelques bars. Et puis, elle avait connu des jours meilleurs, à en juger par la peinture délavée qui partait en lambeaux sur les bâtiments et les crépitements des néons bon marché. Milton avait déjà croisé des villes similaires dans cette partie des États-Unis. Il s'arrêta dans un lavomatique encore ouvert, malgré l'heure tardive, pour se renseigner sur l'hôtel le plus proche. Il suivit les indications de l'employé, tout droit, puis à droite, et parvint à destination, après un court trajet. Une vieille enseigne lumineuse, aux lettres en partie éteintes, le désignait comme le Perkins Village Inn. Milton entra, chassant l'eau de son visage. L'adolescente à l'accueil lui jeta un regard dégoûté. Milton grimaça, puis se rappela son aspect physique. « Bonsoir, dit-il. Je voudrais une chambre. »« Combien de nuits ?»« Une seule. » La fille mâchait un chewing-gum avec une insouciance paresseuse et respirait l'indifférence. Elle tapota sur le clavier devant elle.
Ouais, on a une chambre. 50 $, payable d'avance. Milton attrapa la ceinture étanche à sa taille, l'ouvrit et sortit son rouleau de billets. Il ôta 2 coupures de 20 et une de 10 et les posa sur le comptoir. L'employé les prit, les rangea dans la caisse et attrapa une clé à un tableau accroché au mur derrière elle. Chambre 12, à droite au bout du couloir sur votre gauche. Milton la remercia, ramassa son sac et sa carabine et suivit ses indications. L'hôtel était vieux et miteux. La moquette était tachée par endroits et le mobilier des parties communes n'était pas de première jeunesse. Il ne croisa aucun autre client et vit par une fenêtre que le parking était vide. Aucune importance. Il trouva la chambre 12, dont le 1 était tombé, et ne sut que c'était la bonne que parce qu'elle se trouvait entre la 11 et la 13. Il déverrouilla la porte et entra. La pièce était minable. Il y avait des trous dans le plâtre, et dans un angle, une fuite au plafond avait décoloré la peinture en une grande traînée dégoulinante. La moquette était humide, de la moisissure collait aux plinthes par endroits, et les rideaux étaient complètement déchirés au centre. Le bureau était calé par un sous-verre en carton plié sous l'un de ses pieds, et le matelas semblait défoncé et inégal. Mais les draps étaient propres, et il n'y avait à première vue pas de punaise. Ça ferait l'affaire. Il dut lutter contre une autre vieille envie tenace, celle de fouiller la pièce en quête de caméras et de micros. Ça aussi, ça appartenait au passé. Plus personne n'était à ses trousses. Il n'était qu'un routard de plus qui ne méritait pas qu'on s'attarde sur lui. Du moins, c'était le but recherché, même si cet épisode avec le shérif laissait penser qu'il avait encore des progrès à faire. Milton lâcha son sac et sa carabine et retira ses vêtements humides. Il les emporterait demain à la laverie. Un tuyau de douche était fixé au robinet, mais le support qui aurait dû tenir le pommeau avait été arraché, et nul rideau n'empêchait l'eau d'éclabousser le carrelage sale. Il entra dans la baignoire, ouvrit le robinet et dirigea le jet tiède sur son corps. Plus l'eau coulait, plus elle était chaude, et elle devint brûlante 2 minutes plus tard. Il vida le flacon de savon de l'hôtel sur ses mains et se récura des pieds à la tête, puis se lava les cheveux et la barbe au shampoing. Il ferma le robinet, sortit de la baignoire et se sécha devant le miroir. Ça faisait des jours qu'il ne s'était pas senti aussi propre. Il se caressa la barbe. Une barbe épaisse qui avait poussé de 5 centimètres et douce au toucher maintenant qu'il l'avait lavée. Il portait la barbe à l'armée, comme la plupart des soldats. Elle ne le gênait pas, mais il savait que le traitement que lui avait réservé le shérif quelques heures plus tôt était en partie dû à son apparence. Inutile d'aller au-devant des problèmes. Il alla prendre son coupe-chou dans son sac, puis fit mousser le savon sur sa barbe. Il abaissa délicatement le rasoir et ôta les premiers poils. Il rinça la lame, répéta le même geste et se rasa du mieux possible. Il se coupa légèrement, une petite entaille qui se gorgea de sang, mais qui coagulerait vite. Il veillait à la propreté de sa lame et ne risquait aucune infection. Il examina le résultat. Ce n'était pas parfait, mais ça irait pour l'instant. Peut-être qu'il demanderait à un barbier de le raser correctement et qu'il profiterait de l'occasion pour dompter sa chevelure. Peut-être. Son sac contenait des vêtements de rechange. Un sac onéreux, bien étanche, que l'expérience lui avait appris à préparer avec un soin méticuleux. Son t-shirt, son jean et ses chaussettes neuves étaient secs, et il sentit son humeur s'améliorer tandis qu'il s'habillait. Seules ses chaussures étaient sales, mais il les décrotta au mieux au-dessus du journal que l'hôtel avait laissé sur le bureau. Il les remit, les lassa et réfléchit à ce qu'il allait manger. Un bon steak garni. Il en eut l'eau à la bouche. Chapitre 5. La réceptionniste désœuvrée regardait les Simpsons sur une télévision portable à l'image floue, tout droit sortie des années 1980. « Où est-ce que je peux prendre un repas correct ?» lui demanda Milton.
Elle fit un geste en direction de l'extérieur. « Chez Johnny, East Helen Street, à 5 minutes dans cette direction. »« Merci. » Milton se mit en route. La pluie s'était arrêtée, mais la couverture nuageuse restait épaisse et peu engageante, présage de nouvelles averses à venir. Il suivit les indications de l'adolescente jusqu'à un quartier qui devait accueillir, des années plus tôt, l'industrie légère de Vérité. Il vit plusieurs entrepôts délabrés, la plupart vides, portant des pancartes optimistes d'agents immobiliers abîmés par les longues expositions aux intempéries. Une parcelle avait été entièrement rasée. Seul subsistait le tracé fantomatique des anciennes fondations sous l'unique lampadaire de la rue. Milton connaissait l'histoire de cette contrée. C'était autrefois une plaque tournante des opérations minières de la région. Les réserves d'étain et de cuivre avaient permis l'essor de l'économie locale jusqu'à ce que leur exploitation devienne trop coûteuse et que les importations étrangères fassent chuter les prix, rendant la poursuite de l'extraction non viable sur le plan financier. Il parvint à l'endroit recommandé par l'adolescente. C'était un bâtiment de plain-pied avec un bardage en bois, une toiture d'ardoise et des fenêtres en verre plombé. L'enseigne, placée au-dessus de la porte, un rectangle blanc sur rouge coupé en deux, le désignait comme le Johnny's Bar. Milton s'arrêta sur le seuil. Anticipant la présence d'alcool, il avait décrété qu'il saurait gérer la situation dans un restaurant. Il se focaliserait sur les plats, mangerait et s'en irait. Seulement, il avait misé sur un restaurant et non un bar où la nourriture n'était pas le principal attrait. Tous les vieux adages qu'il avait entendus aux alcooliques anonymes lui revinrent alors en mémoire, ceux qui parlaient de la tentation et de l'impossibilité pour un alcoolique de progresser s'il ne cessait de s'y exposer. À moins d'être un dresseur de lions, tu n'as rien à faire dans sa tanière. Il repensa à ce qu'il s'était passé dans l'Ohio. Il avait été à 2 doigts de boire. Il s'était retrouvé dans un bar et avait tout naturellement commandé un whisky. Le souvenir était si précis qu'il semblait dater de la veille. Le verre, posé sur le comptoir, les glaçons qui tournaient dans le liquide ambré et tintaient contre les bords. L'appel avait été presque irrésistible. Si tu vas chez le coiffeur, tu finis par te faire couper les cheveux. Il prit le temps de procéder à une auto-évaluation. Il se sentait, sans conteste, plus solide. Il était vulnérable avant. Mais les semaines de solitude avaient réparé et renforcé les défenses qu'il avait érigées pour contenir ses compulsions. Elles lui avaient permis, pendant un temps du moins, d'étouffer ces 10 années de culpabilité sans recourir à l'alcool. De plus, il avait faim. S'il voulait un vrai repas, il n'avait pas d'autre choix. Le tonnerre retentit à nouveau, pile au-dessus de sa tête. Un claquement si puissant que la lampe du porche vacilla. Il n'en fallait pas plus pour le décider. Il fit les 3 pas restants, poussa la porte et entra dans le bar. Chapitre 6. Lester Grogan quitta l'école avec Billy, son aîné, assis près de lui. Ils étaient dans le Chevrolet Silverado rouge écarlate qu'il conduisait quand il n'était pas de service. Son fils était avachi dans son siège, le visage impassible, comme si son père était à l'origine de son problème. Ce qui était faux, Lester le savait, même s'il lui arrivait parfois d'en douter. Lester avait reçu l'appel 1 heure plus tôt. Billy et certains de ses amis avaient été surpris en train de pénétrer par effraction dans le laboratoire de sciences du lycée. Son adjoint, Morton Lundquist, avait été dépêché sur place. Lester aurait préféré gérer la situation de manière discrète, en veillant à punir son fils une fois de retour chez eux, plutôt que d'en faire une affaire publique qui serait portée au casier de celui-ci et ternirait son image. Malheureusement, il n'en serait pas ainsi, car c'était le principal du lycée qui avait découvert les garçons et prévenu la police. Il s'appelait Peter Lyle, et il avait pour habitude de battre sa femme. Lester était intervenu 6 mois plus tôt à leur domicile pour tapage. Il avait trouvé la femme dans le jardin de derrière,
le nez en sang. Une valise débordant de vêtements avait volé par la porte de derrière pendant qu'il vérifiait qu'elle allait bien. S'il était bien une chose que Lester ne tolérait pas, c'étaient les brutes. Il ne les supportait pas. Il avait fracassé la porte d'un coup de pied et traîné l'homme hors de chez lui. Peut-être bien qu'il l'avait frappé 1 ou 2 fois au visage alors qu'il le menottait. Peut-être bien qu'il avait mentionné dans son rapport que Lyle avait résisté à l'arrestation, alors qu'en vérité il avait été plutôt coopératif. Tel que Lester voyait les choses, il estimait qu'une lèvre gonflée était un maigre prix à payer pour un connard comme Peter Lyle. Il avait été déçu quand sa femme avait refusé de porter plainte. Encore plus quand le conseil d'administration du lycée avait refusé de renvoyer le gars. Parce que, comme l'avait souligné sa propre épouse, leur aîné entrait au lycée. Tout s'était déroulé exactement comme elle le redoutait. Le principal Lyle faisait tout son possible pour rendre à Lester la monnaie de sa pièce. Les notes de Billy avaient soudain chuté et il avait écopé de colle pour des transgressions à première vue infimes. Lester s'apprêtait à lui rendre visite, soit pour tenter une réconciliation, soit pour lui faire comprendre qu'il pouvait lui compliquer la vie. Il hésitait encore. Mais voilà que Billy avait donné à son adversaire l'occasion rêvée de prendre l'avantage. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» demanda Lester quand le silence lui devint insupportable. « Rien, » marmonna l'adolescent. « Tu as cassé la vitre. C'était pas moi. Quelqu'un l'a fait. Joey. Tu sais qui dira que vous êtes tous responsables, hein? Que ta présence était un aveu en soi. » Le garçon secoua légèrement la tête sans cesser de regarder droit devant. « Et ce joint? C'était le tien? » ?»« Non. » Lester soupira. « Celui de qui, alors? À ton avis, papa? Je te laisse deviner comment il est arrivé là. » Lester quitta la route des yeux et se tourna vers son fils. « Tu plaisantes ?» Billy affronta son regard et leva un sourcil dans une expression de cynisme ineffable. Lester agrippa le volant. « Putain !» cria-t-il, frappant le tableau de bord de son poing. Billy grimaça et regarda droit devant lui. « Tu sais que tu lui as donné l'occasion qu'il attendait. Comment as-tu pu faire un truc aussi stupide ?» Ils finirent le trajet dans un silence pesant. Ce problème lui avait occupé l'esprit tout l'après-midi. Il savait que c'était la raison de son humeur grincheuse. Il se gara devant leur modeste maison à un étage. « Dis à ta mère que je sors. »« C'est ça, va te saouler, ça résout tout. » Lester allait le sermonner quand le garçon claqua la portière, lui tourna le dos et rejoignit l'entrée à grands pas. Lester enclencha la marche avant et repartit en ville, furieux. Chapitre 7. Lester retrouva Leland Mulligan, l'un de ses adjoints, au Johnny's Bar. Ils s'assirent au comptoir, descendirent des Budweiser et regardèrent le match de football américain. Leland lui rebattait les oreilles avec le nouveau quad qu'il envisageait d'acheter. L'établissement était plus bondé que d'habitude. Il y avait là les buveurs réguliers, les vieux de la vieille, qui n'avaient rien de mieux à faire que de confire leur foi et de se plaindre que le pays allait à volo. Une table était occupée par les 4 chasseurs qu'il avait aperçus à leur arrivée à Vérité le matin même. Une autre accueillait 3 clients. Les 2 agents du FBI qui furetaient en quête de pistes sur des braqueurs de banque qui avaient sévi dans la région, et Mallory Stanton, la sœur du garçon demeuré avec lequel il avait eu tant de problèmes 5 ans plus tôt. Cette table en particulier détournait son attention de Leland, qui voulait désespérément son avis sur les mérites respectifs des quads Kawasaki et Suzuki auxquels il s'intéressait. « Et oui, je sais qu'ils sont japonais, » discourait-il, « et je sais que tu vas me dire que je suis fou, qu'ils s'avèreront merdiques et coûteux à entretenir, et que je devrais acheter américain, un Polaris peut-être. Mais ils m'ont fait un prix si attractif qu'il faut bien que j'y réfléchisse, non ?» Lester grogna pour toute réponse, décrocha à nouveau de la conversation et continua à regarder les 2 agents fédéraux.
Ils étaient venus le voir à leur arrivée et lui avaient expliqué les raisons de leur présence. Ça remontait à la semaine dernière. Ils avaient débarqué tous les deux de Détroit, où ils étaient basés, à bord d'un gros GMC Denali, un 4x4 de luxe à 50 000 $, aussi utile sur les routes d'ici que des pies sur un taureau. Ils avaient pris leurs grands airs de citadins que Lester en était venu à détester chez les touristes qui venaient ici chasser et pêcher, selon ce principe tacite qu'il leur suffisait de lui demander quelque chose pour l'obtenir. Il pensait encore à ses agents et à combien il l'énervait quand la porte s'ouvrit sur John Milton. Il ne le reconnut pas tout de suite. Il s'était fait une sacrée toilette, il s'était rasé la barbe et changé. Mais c'était bien lui, propre comme un sous-neuf. Ses yeux bleus reconnaissables balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur lui un court instant avant de reprendre leur tour du propriétaire. Lester sentit la colère gronder en lui. Ce type avait fait comme s'il ne l'avait pas vu. Il était le shérif, un homme de loi, et ce vagabond l'avait snobé. Peut-être qu'il n'avait pas été explicite, pas assez clair pour ne laisser aucune place à l'incompréhension. Ou peut-être que ce type avait du mal à faire ce qu'on lui disait. Peu importe. Lester savait qu'un policier efficace ne pouvait tolérer qu'on ne respecte pas ses instructions. Il ne connaissait pas Milton, mais les mecs dans son genre, si. Arrogants, qui croient pouvoir faire ce que bon leur semble et qui se foutent pas mal de ce qu'en disent les autres. Donnez un doigt à un type comme ça et il pourrait bien vous arracher le bras. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il allait se lever pour aller lui toucher 2 mots quand l'un des agents, l'homme, Wilson, Carson, s'approcha de lui et s'assit à sa droite. « Bonsoir, shérif. » Lester sirota sa bière et lui jeta un regard méfiant. « Bonsoir. »« Je venais juste vous prévenir qu'on partait demain matin. » Clayton, se souvint-il. L'agent spécial Orville Clayton. Plus vieux que lui, moustache grisonnante sur les bords, quelques bons kilos en trop. « Vous en avez marre ? On a fait tout ce qu'on a pu. Vous admettez enfin que ces gars ne sont pas dans le coin, alors ? Faut croire que non. C'est pas comme si je vous avais pas prévenu. On reçoit un tuyau, shérif, on est tenu de le vérifier. » Lester jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Milton avait pris un tabouret au bar réservé aux clients souhaitant manger, et la serveuse, un joli brin de fille appelée Clémentine, prenait sa commande. « J'ai quelque chose à vous dire avant qu'on parte, » reprit l'agent. « Ouais, quoi ? » On ne s'est jamais vraiment senti à l'aise ici, shérif. On a eu l'impression, tous les deux, que vous n'étiez pas particulièrement ravis de nous avoir dans les parages. Lester quitta un instant Milton des yeux et avala une gorgée de bière. « Eh bien, c'est parce que vous ne m'avez pas écouté quand je vous ai dit que vous perdiez votre temps. J'ai aucune dent contre vous, votre ami là-bas, mais ce que je pense, et mes hommes aussi, c'est que l'implication du gouvernement fédéral dans ce genre d'affaires est une perte de temps pour tout le monde. Si ces gars se cachaient dans les collines, comme vous le croyez, eh bien on les aurait trouvés. On aurait pu s'épargner beaucoup d'efforts inutiles si vous autres m'aviez écouté dès le départ. Peut-être, mais au bout du compte, en ce qui me concerne, on est tous dans la même équipe. Je crois que ça ne vous ferait pas de mal de vous en souvenir. » Lester leva les yeux au ciel. Bon sang, l'insolence de cet abruti. Ça ne lui ferait pas de mal de s'en souvenir. Il avait presque envie de dire ces 4 vérités à ce type, mais il se retint. À quoi bon ? Lui et sa jolie collègue allaient monter dans cette bagnole rutilante qui avait coûté 50 000 $ de ses impôts et ficheraient le camp pour rentrer à Détroit demain, et l'histoire s'arrêterait là. À quoi ça servirait ? À rien, voilà. Ça ne servirait absolument à rien. Mais ça n'aida en rien son humeur. Quand il reporta son attention sur Milton, il estima qu'il lui fallait agir ce soir, pour remémorer à tous que, par ici tout du moins, c'était lui qui commandait. Ce gars-là, assez stupide pour ne pas tenir compte de ses instructions claires et raisonnables, ce gars-là allait comprendre qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment et avec le mauvais flic. Chapitre 8.
Milton commanda un steak frites en évitant de regarder les bouteilles derrière le bar et emporta son jus d'orange jusqu'à la table libre, dans la partie réservée aux dîneurs. Il avait vu le shérif, et il savait que le shérif l'avait vu. Il se demanda s'il ne serait pas plus prudent de faire demi-tour et de trouver un autre endroit. Il n'avait pas pour habitude de chercher les ennuis. D'ailleurs, ces derniers mois, il avait fait son possible pour rester discret. Aucun domicile fixe, aucune carte de crédit, aucune trace, nulle part. Le risque pour sa sécurité avait été atténué par la mort de Contrôle et son remplacement par Michael Pope à la tête du groupe 15. Mais on ne changeait pas ses habitudes comme ça. Et Milton avait réussi dans sa carrière en opérant sous la surface. Se mettre le shérif à dos n'était pas bien malin. Pour un homme comme Grogan, si manifestement bouffi de sa propre autorité, croire que Milton se foutait de sa gueule serait une pilule difficile à avaler. Ça n'irait pas sans conséquence. Et alors? Qu'avait-il fait de mal? Rien. Il n'était que de passage dans cette ville. Il cherchait juste à casser la croûte et à faire une bonne nuit de sommeil. Rien de plus. Milton était assis à côté d'une table de 4 hommes. Il les jaugea d'instinct. Ils portaient des vêtements d'extérieur coûteux, manifestement trop chers pour des chasseurs et des pêcheurs du coin. Leurs mains étaient propres et dépourvues des cales qu'il avait remarquées sur les gars du cru assis au bar. Il se rappela la Jeep de luxe qu'il avait vue dans le parking voisin et l'associa à ces hommes. Ils finirent leur verre et l'un d'eux, un blond costaud avec un petit ventre et des yeux durs, réclama une nouvelle tournée d'une voix forte. Le barman et un client échangèrent un regard entendu, mais le serveur apporta 4 autres pintes. Le blond était assis à côté d'un roux, vêtu d'une chemise de bûcheron à carreaux rouges et noirs. La chemise était neuve et impeccable, probablement achetée chez Macy's pour une centaine de dollars. Celui-là était maigre, avec une peau d'un blanc brillant couverte d'une constellation de taches de rousseur. « Faut que j'aille pisser » bredouilla-t-il. Le rouquin se mit péniblement debout et tenta de parcourir la courte distance jusqu'aux toilettes. La table de Milton se trouvait sur son chemin. Il tangua à droite, puis à gauche, comme s'il était sur le pont d'un navire en pleine tempête. Puis il trébucha et fit 2 pas hésitants avant de tomber sur Milton, rebondissant sur son épaule et s'étalant sur la table. « Ça va ?» demanda Milton, en tendant une main pour l'aider à se redresser. « Enfoiré, tu m'as fait un croche-pied !» s'énerva l'ivrogne d'une voix pâteuse, les yeux vitreux entre la fente de ses paupières. « Non, vous êtes tombé, et maintenant je vous aide à vous relever. » Sa main restait tendue. L'homme la balaya d'un geste. Milton s'efforça de rester calme. « D'accord, pas de problème. »« Pas de problème !» L'homme se hissa sur des jambes flageolantes, tanguant de droite et de gauche. « J'ai aucun problème, mon pote, mais toi si !» Milton se leva et recula d'un pas prudent pour avoir plus de liberté de mouvement. Il vit du coin de l'œil que le shérif observait la scène. Il leva les mains. « Je ne cherche pas les ennuis, ok? C'était un accident. Vous n'avez rien, je n'ai rien, il n'y a pas de mal. Restons-en là. » L'homme redressa les épaules, sans cesser de tanguer. « Et si j'ai pas envie d'en rester là ?» Ce serait pourtant préférable. « C'est une menace ?» Milton regarda les amis du type derrière lui. Le blond, le plus costaud, s'était levé et écarté de la table. Il était encore plus grand que Milton ne l'avait initialement supposé. Plus de 2 mètres et pesant dans les 150 kilos, aussi mastoc qu'un demi de mêlée. Un peu gras, mais il était impossible de rater cette lueur de cruauté dans ses yeux. Une brute, habituée à dominer les autres du fait de sa carrure. Les 2 autres avaient l'air moins chauds pour intervenir, mais ils s'étaient tout de même levés. Un pour tous et tous pour un, supposa Milton, surtout quand on est ivre. « Alors, c'est une menace ?» ?»« Non, ce n'en est pas une. C'est juste que je ne vois pas pourquoi il faudrait que ça aille plus loin. » Milton savait qu'il y avait eu des moments dans sa vie où, face à un choix entre 2 chemins,
Celui qu'il n'avait pas emprunté l'aurait mené à un itinéraire plus facile. Une carrière dans le droit plutôt que l'armée. Rester dans l'infanterie au lieu de poser sa candidature au SAS. Rester au SAS au lieu d'accepter la proposition d'intégrer le groupe. Rester au camping près du lac au lieu de venir en ville. Il ne se serait probablement pas mis le shérif à dos et surtout, il n'aurait jamais été assis à la table sur laquelle un chasseur ivre, qui n'était pas du coin, s'était affalé. Certaines des conséquences de ces décisions auraient pu être prévues et évitées. Pas d'autres. Mais l'entêtement était l'un de ses nombreux défauts. Et parfois, savoir qu'un chemin risquait d'être plus ardu qu'un autre suffisait à le convaincre de le suivre. « Tu fais le fier, hein, connard !» dit l'homme. Le direct du droit qu'il envoya était si téléphoné que Milton n'eut aucun mal à reculer et à l'esquiver. Son agresseur avait mis tellement de puissance dans ce coup foireux qu'il fut déséquilibré vers la gauche. Milton le laissa tituber et lui asséna un coup vif dans les reins. L'homme se cabra, agrippa son dos et tomba à genoux. Milton se retourna juste à temps pour se baisser, alors que le blond passait à l'offensive, son poing énorme lui frôlant le sommet du crâne sans faire de dégâts. Il leva brutalement son genou droit, et le colosse, emporté par son élan, vint s'empaler l'entrejambe dessus. Son diaphragme se contracta, il ouvrit la bouche et expulsa tout l'air de ses poumons. Milton le mit au tapis d'un crochet du gauche en plein dans la mâchoire. Le blond perdit connaissance avant même de toucher le sol, et sa jambe gauche se coinça bizarrement sous sa masse à présent inerte. Milton ouvrit le poing, plia et déplia ses doigts. Il avait cogné plus fort que prévu. Ça ne le surprendrait pas que le blond se découvre une mâchoire fracturée au réveil. Les deux derniers chasseurs avaient aussitôt reculé, n'ayant manifestement plus envie de se frotter à lui maintenant qu'il avait étalé leurs amis en à peine 2 coups. Milton ramassa son verre renversé, dans l'intention d'aller se faire resservir au bar, mais quand il se retourna, il se trouva nez à nez avec le canon levé de l'arme de Lester Grogan. « Les mains en l'air !»« Allons !» commença Milton. « J'ai dit les mains en l'air !» Le shérif pointait un semi-automatique Sig Sauer P226 calibre 40, et le naturel et la décontraction avec lesquels il le brandissait prouvaient qu'il savait s'en servir. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Milton en désignant l'arme. « Je ne me répéterai pas. » Milton leva les mains. « Qu'est-ce que j'étais censé faire ? » ?»« Tournez-vous. » Milton obtempéra, baissa les bras et les tendit dans son dos. Le shérif referma les menottes autour de ses poignets. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas vous en payer un, je veillerai à ce qu'on vous en fournisse un. Vous comprenez vos droits, monsieur Milton ? » « Vous y allez un peu fort, non ? Ils m'ont attaqué tous les deux. Tout le monde a vu ce qui s'était passé. » Le shérif se pencha vers lui. « Vous auriez dû m'écouter tout à l'heure. Je savais que vous étiez synonyme d'emmerde, et mon instinct se trompe rarement. Dans le mille, une fois de plus. » Chapitre 9. Lester rangea son arme dans son étui et poussa John Milton dans le dos, l'incitant à avancer vers la sortie du bar. La pluie tombait drue dehors. Lester pesta. Il allait se faire tremper. Il attrapa ses clés et les portières du Silverado se déverrouillèrent dans un bip. Il aida Milton à monter à l'arrière, puis s'installa au volant. Il jeta un regard au bar derrière lui. Un petit groupe s'était formé pour assister au spectacle. Les 2 agents du FBI en faisaient partie. À côté de la femme, et légèrement en retrait, Mallory Stanton observait la scène, avec une expression impénétrable, les sourcils froncés. Les habitués, également présents, rentrèrent vite, quand ils s'aperçurent qu'il pleuvait et qu'il n'y avait plus rien à voir. Après tout, les bagarres n'étaient pas si rares dans ce bar. Il y en avait presque tous les samedis. Il entendit la sirène de l'ambulance et vit la lueur bleue clignoter sur les bâtiments en bout de rue quand elle s'approcha. « C'était un sacré coup de poing, » dit Grogan. « Ouais, bon. Je crois que vous lui avez brisé la mâchoire. »
Je n'avais pas prévu de frapper si fort. Vous auriez pu choisir une meilleure cible. Ces quatre-là sont des avocats de Détroit. Ils viennent chasser et pêcher ici chaque année. Ils se croient tout permis. Je ne peux pas dire que je les porte dans mon cœur. Je vous donne ma main à couper qu'ils vont déposer plainte, surtout si vous lui avez bel et bien cassé la mâchoire. Allez, shérif, je ne cherchais pas les ennuis, je suis juste venu manger. Vous avez vu la scène aussi bien que moi. Ils ont frappé les premiers, je me suis juste défendu. Peut-être, convint Lester en démarrant. Il observait Milton de temps à autre dans le rétroviseur, mais celui-ci restait tranquillement assis. Il n'avait pas l'air plus perturbé que ça, affichant la même attitude inexpressive et imperméable qu'à l'arrière de la voiture de patrouille, plus tôt dans l'après-midi. Il avait la jambe droite croisée sur la gauche et les mains dans le dos, comme s'il était parfaitement normal d'être assis ainsi. Pas de doute, ce Milton était un drôle de zèbre. Lester estimait qu'il était plutôt doué pour décrypter la nature humaine, mais là, il faisait chou blanc. Il n'arrivait vraiment pas à cerner ce type. Chapitre 10. Le bureau du shérif se trouvait sur West Harry Street, à 5 minutes du bar en voiture. Lester gara le Silverado dans le parking. Avant de descendre et d'aller ouvrir l'arrière, il enfonça sa casquette sur son crâne, dans le vain espoir qu'elle pourrait le protéger un tantinet de la pluie. Milton, docile, glissa sur la banquette pour sortir, puis précéda le shérif d'un pas vif, quand celui-ci lui indiqua de rejoindre l'entrée située à l'arrière du bâtiment. Lester sortit les clés de sa poche, déverrouilla la porte et invita son prisonnier à franchir le seuil d'un petit coup de coude. Il entra à son tour et alluma. Il ôta alors son blouson trempé, le secoua et le drapa au dos de la chaise la plus proche. C'était un petit bâtiment de 4 pièces. Au centre, un espace d'accueil avec un bureau et une rangée de chaises métalliques pliantes. Au mur, une photo du président côtoyait des affiches de conseil sur la sécurité du domicile et de vieilles photos anthropométriques de fugitifs recherchés, dont certains avaient été capturés depuis des mois. Une porte menait à un petit escalier vers le sous-sol où se trouvait l'unique cellule du poste. Une troisième pièce accueillait des toilettes mixtes, et la quatrième était le bureau de Lester. « Par ici », dit Lester en montrant le chemin. Il alluma. La pièce était simple, presque monacale. Lester était un homme direct et inflexible. Il aimait différencier nettement son domicile de son bureau, raison pour laquelle il n'avait pas vraiment cherché à y imprimer sa marque. Une photo de sa femme et une autre de ses enfants reposaient sur le bureau, mais c'était là la seule trace de sa famille. Lester passa derrière Milton et défit les menottes. « Vous savez, si vous aviez cet aspect-là quand je vous ai croisé sur la route, je ne me serais probablement pas intéressé à vous. » Milton étira ses bras et se massa les poignets. « Voilà qui ne m'avance pas vraiment. Vous me preniez pour un vagabond ? » « Oui, et je n'aime pas trop juger les gens à leur apparence, mais on a eu des problèmes dans le passé avec des types qui se sont amenés en ville et ont piqué des trucs dans des maisons. Et je ne suis pas de ceux qui aiment prendre des risques. » Milton ne répondit rien, se contentant de lever les yeux vers le cadre, accroché au mur. « Vous avez fait l'armée ?» Lester regarda le mur où se trouvait son unique concession à son ego. Des coupes de tir étaient alignées sur une petite bibliothèque, surmontée d'une médaille dans son cadre. En effet, c'est la Navy Cross. Lester hocha la tête, surpris que Milton l'ait reconnu. Milton se leva et s'avança d'un pas. « Vous permettez ? » ?»« Faites donc. » Milton lut à voix haute l'éloge encadré sous la médaille. La Navy Cross est remise à H. Grogan Jr., premier lieutenant du corps des marines des États-Unis, qui a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire dans des opérations de combat contre l'ennemi en République d'Irak. Vous étiez là-bas ? À 3 reprises, dans les marines. Milton continua à lire. Vous avez détruit un bunker. Exact. Puis sauvé un homme d'une grenade. Lester opina. Milton hocha la tête en connaisseur. Très impressionnant, shérif.
Lester l'observa. « Et vous, qu'est-ce que vous faisiez à l'armée ?»« Le genre de choses dont je ne peux pas vraiment parler. »« Force spéciale ?»« Mhm. »« Merde !» lâcha Lester, la honte rosissant ses joues. Il pensa à l'accent anglais de Milton et fit le rapprochement. « SAS ?» Milton opina. « Voilà que je me sens bête à présent. »« Pourquoi ? Vous me preniez pour un vagabond. » Lester voulut parler, mais il était à court de mots. Il se sentait vraiment bête. Milton balaya sa gêne d'un geste. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Lester ne savait pas quoi répondre. « Ne vous faites pas de bile, finissons-en. »« Je dois vous coffrer pour la nuit. La suite dépendra du type que vous avez frappé. S'il est blessé, ce sera peut-être considéré comme un délit, mais pour l'instant, je vais rédiger une citation. Il s'agit juste d'un document écrit qui stipule que vous devez vous présenter au tribunal à une date et à une heure donnée. Et si c'est un délit, alors vous devrez payer une caution ou aller devant un juge dans les 48 heures. Mais peut-être qu'on n'en arrivera pas là. Je peux l'amener à comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Il était ivre, comme vous dites, et il a frappé le premier. J'en étais témoin. Dommage que vous ne l'ayez pas arrêté, lui, alors. Oui, dommage. Milton ne lui facilitait pas la tâche, mais c'était de bonne guerre, et peut-être le méritait-il. Je suis désolé, Milton. Ce n'est pas de votre faute, mais je ne sais pas où donner de la tête ces derniers jours. Mon gosse, bon sang, il me cause des tas de problèmes. Et puis, il y a ces 2 agents du FBI en ville qui me compliquent la vie. Peut-être bien que j'ai laissé mes soucis prendre le dessus. Alors, quand je vous ai vu dans le bar, après ce qu'on avait dit sur la route... Merde, je me sens encore plus mal rien qu'à expliquer. Écoutez, je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Ce serait sympa. Ouais. Lester regarda sa montre. Il était 22 heures. Il est tard. Occupons-nous des formalités. Il le mena dans l'aire d'accueil. Morton Lundquist entrait à l'instant même par la porte de derrière. « Bonsoir, Lester. »« Bonsoir, Morton, ça va ?»« Les mêmes conneries avec ma femme, mais à part ça, ouais, ça va. » Lundquist, la petite soixantaine, était policier à vérité depuis 30 ans. En principe, il aurait dû être nommé shérif des années plus tôt, mais ce poste ne l'avait jamais vraiment intéressé. C'était un flic solide, fiable, apparemment satisfait de son sort à quelques mois de la retraite. Parfois un peu trop branché religion, au goût de Lester, mais il avait été comme un père pour lui, et ils étaient devenus proches au fil de leurs années de collaboration. Lundquist s'était récemment mis à se plaindre que sa femme, Patty, devenait irascible à l'idée de l'avoir dans les pattes toute la journée, mais Lester savait qu'il en rajoutait pour être drôle. Le vieux prévoyait de passer l'automne de sa vie au plein air. C'était un chasseur assidu, et ils étaient souvent allés chasser ensemble. « Qui est-ce qu'on a là ?»« John Milton, il s'est accroché avec les 4 gars de la ville chez Johnny. »« Le blond ? Celui qui ressemble à un gros nounours ? » Mais il est bien assez costaud et méchant pour jouer en première ligne chez les Lions. Ouais, lui, il l'a mis au tapis d'un coup. Paf !»« Oui, » dit Lundquist. « Rappelez-moi de ne pas vous prendre arbousse-poil, monsieur Milton. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit l'intéressé. « Vous n'avez rien à craindre de moi. »« Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Un peu de tout. »« Il a fait l'armée, » précisa Lester. « Excellent. » Morton aussi a fait l'armée, le Vietnam. Ça remonte à loin. Milton serra la main que Lundquist lui tendit. Je vais rédiger une citation, le garder ici pour la nuit, et je le laisserai partir demain. Je pense pouvoir persuader les autres qu'il vaut mieux oublier cette affaire. Lundquist retira son manteau et le pendit à une patère accrochée au mur. T'as réglé le problème à l'école ? Non, loin de là. Si tu veux, je pourrais m'intéresser à Lyle, voir si je peux dénicher quelque chose. Je sais pas, Morton. Je n'arrive pas à avoir les idées claires à ce sujet en ce moment. Comme tu veux. Allez, rentre chez toi. Je suis de service maintenant, je m'occupe de la paperasse. T'es sûr ? Tout à fait. Allez, file. Je m'en occupe. Lester haussa les épaules.
Il n'était pas d'humeur à faire le difficile. Il prit son blouson humide sur le dossier de la chaise et l'enfila. « Je suis désolé que vous ayez à rester ici cette nuit, » dit-il à Milton. « Ce n'est pas trop inconfortable en bas. Et si vous demandez gentiment, Morton vous fera probablement un café et veillera à ce que vos vêtements soient secs demain. » Milton opina. « Et je suis désolé à propos... à propos de tout à l'heure. J'ai dépassé les bornes. Oubliez ça. Ce n'était qu'un malentendu. » Se sentant minable, Lester sortit et traversa la cour au pas de course, jusqu'au Silverado. Il démarra, régla la ventilation au maximum pour chauffer l'habitacle et mit l'album de Bob Dylan qu'il avait téléchargé plus tôt. Les premières notes de Subterranean Homesick Blues résonnèrent, tandis qu'il reculait et rejoignait la route. Il enclencha la marche avant et prit la direction de son domicile, la pluie fouettant le pare-brise. Chapitre 11. Le dénommé Morton Lundquist ouvrit la porte menant aux cellules. Elle était métallique, munie d'une petite fenêtre à barreaux dans sa partie supérieure et donnait sur un escalier. Le policier referma et verrouilla derrière eux dès que Milton fut passé. Ils descendirent. Le sous-sol était dépouillé, sol en béton et mur en plâtre nu. L'unique cellule était clôturée par des barreaux sur toute la hauteur de la pièce. Une caméra fixée au mur était braquée sur elle. La lumière artificielle crue et intense se reflétait sur le sol lisse et projetait une lueur froide sur les barreaux. « Enlevez vos chaussures, votre pantalon et votre blouson. » Milton obtempéra, plia ses vêtements et les déposa sur le dossier de la chaise. Lundquist ouvrit un placard que Milton n'avait pas remarqué et en sortit une combinaison de prisonnier orange, marquée « Service correctionnel du Michigan ». Le policier la lui tendit et lâcha un sifflement surpris quand Milton se pencha pour l'enfiler. « Dieu du ciel, en voilà un tatouage !» Un tatouage de 2 ailes d'ange couvrait les épaules de Milton et lui descendait dans le dos. Milton haussa les épaules. « Oh, ça a dû être douloureux, sur vos omoplates comme ça, près de l'eau, c'est tout. » « J'étais sous, j'ai rien senti. » Milton enfila la combinaison jusqu'à la taille, passa les bras dans les manches et les remonta sur ses épaules. « Ok, entrez. » Milton passa dans la cellule et se décala pendant que Lundquist refermait la porte à clé. Il jeta un regard autour de lui et vit un lit de camp muni d'un fin matelas et des WC. De précédents détenus avaient gravé leurs initiales dans le mortier entre les parpaings du mur. « Vous avez mangé ?»« Non. »« Le règlement stipule qu'on doit vous fournir un repas. 3 mètres carrés et un lit, c'est le marché. On n'a rien pour faire la cuisine vu qu'on a rarement des détenus la nuit, et de toute façon, ce serait pas un service à vous rendre. Mais je peux demander à être livré. Vous aimez les burgers ? » ?»« Ouais. » »« Ils en font un bon au Johnny's Bar. Bacon et fromage, plus la garniture. Si ça vous tente, je leur dis d'en apporter un. »« Merci. »« Vous voulez un café en attendant ? » ?»« Je veux bien. »« Vous le prenez comment ? » ?»« Avec du lait, un sucre. »« Mettez-vous à l'aise, je reviens. » Milton s'assit sur le lit et étira ses épaules. Ça irait. Au moins, c'était propre, peut-être même plus qu'à l'hôtel. Il avait dormi dans des endroits bien moins reluisants. « T'as eu du pot, » se dit-il. « Ça aurait pu être bien pire. Entrer dans un bar n'apporte jamais rien de bon. » Il étendit ses jambes sur le matelas et s'adossa au mur. Il dormirait là cette nuit, et avec un peu de chance, le shérif pourrait faire en sorte qu'on le relâche au matin. Il irait récupérer son sac et sa carabine à l'hôtel et reprendrait la route, toujours vers l'ouest. Il se rendait à Minneapolis. Morrissey y donnait un concert dans 2 semaines et il adorait ce chanteur. Des souvenirs de ses années d'armée lui revinrent aussitôt en mémoire. Depuis toujours, la musique avait cet effet sur lui. Et assis là, dans la cellule, à des kilomètres, des années et une centaine de meurtres de cette époque, il se remémora les chansons qu'il écoutait sur ce vieux Walkman cabossé. Les Smiths, les titres de Morrissey en solo.
Il se revit sur sa couchette, dans des baraquements guère différents de ce lieu, en train d'écouter sa musique et de soigner les ampoules qu'il devait aux 24 kilomètres de marche ardue sur le Penny Fan, le plus haut sommet des Brecon Beacons, pendant les épreuves de sélection. La sélection. 5 mois d'enfer. 90% des hommes avaient échoué. 2 étaient morts. Milton faisait partie des 10%. Il entendit Lundquist redescendre l'escalier. Le policier entra à reculons, 2 tasses de café dans les mains. « Lait et sucre », annonça-t-il, en tendant l'une des tasses à travers les barreaux de la cellule. « Le burger va arriver d'ici 20 minutes. »« Merci. C'est sympa de votre part. » Lundquist balaya la remarque d'un geste. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Pardon ? C'est dans la lettre aux Hébreux. Oh, la Bible. C'est cela, une bonne règle à suivre dans la vie. Je ne suis pas vraiment porté sur la Bible, admit Milton. Mais croyez-moi, vous ne logez pas un ange. Je doute que quiconque m'ait jamais appelé ainsi. Lundquist se mit à rire. Oh, pardon. Lester n'arrête pas de me dire de mettre la sourdine sur les saintes écritures. Je sais que ça convient pas à tout le monde. Il resta de l'autre côté des barreaux, porta la tasse à ses lèvres et but une gorgée de café. « De quel coin d'Angleterre venez-vous ?»« Du sud. »« J'y suis allé, il y a 5 ans. »« Vraiment ?»« Eh oui, un voyage en Europe. Mes ancêtres sont danois. Ils sont venus ici par milliers au siècle dernier dans l'espoir de faire fortune dans l'exploitation minière. Les Cornouaillais sont arrivés les premiers, puis ça a été les Irlandais, les Allemands, les Canadiens français, les Finlandais, les Danois, les Suédois. Vous savez, au début du siècle, les 3/4 des gens d'ici n'étaient pas nés sur le sol américain. C'est dingue, non ? Milton sirota le café chaud et sucré. « Et quel bien ça leur a fait !» reprit Lundquist. « Ils ne s'en sortaient peut-être pas trop mal à l'époque, mais aujourd'hui, tout est fermé, et on n'a plus que les touristes. Et quand il s'agit d'un culte comme ces gars de la ville à qui vous avez filé une leçon, eh bien, je suis en droit de me demander si ça vaut vraiment le coup. Vous me suivez ?» Milton haussa les épaules. « Qu'est-ce que vous en pensez, John ? Qu'est-ce qui arrive à ce pays ?»« Comment ça ? » Regardez ces bureaucrates à Washington. Ils se foutent comme d'une guigne de ce qui arrive aux gens d'ici. Prenez Détroit. Lors de ma dernière visite, la ville était moribonde, et ils font rien pour arranger ça. » Une lueur de colère soudaine démentit son dehors aimable. Milton finit son café et rendit la tasse à travers les barreaux. « Je l'ignore. Je doute d'être apte à répondre. »« Oh, désolé, je sais que je m'emporte à nouveau. Ma femme, Patty, elle me dit toujours que je suis coincé dans le passé, comme un fichu dinosaure. Elle a peut-être raison, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand on a été policier aussi longtemps que moi, on finit par voir que ça va de mal en pis. Mais je vais m'arrêter là. » Il bascula 2 interrupteurs et l'éclairage au néon fut remplacé par les lumières douces des appliques murales. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il vous suffit de crier. Je suis en haut. Je vous apporte votre dîner quand il arrive. » Lundquist referma la porte derrière lui, et Milton l'écouta remonter l'escalier. Il entendit le claquement de la porte du rez-de-chaussée, puis le bruit de la clé dans la serrure. Chapitre 12. L'agente spéciale Ellie Flowers rentra à l'hôtel avec son partenaire, Orville Clayton. Elle sortit du 4x4 d'Enali et fonça à travers le parking en se protégeant la tête d'un exemplaire d'USA Today. Ce qui ne servit à rien, puisque quelques secondes suffirent à détremper le journal, l'eau ruisselant le long des pliures et lui dégoulinant dessus. Orville la suivait au pas de course. Elle attendit d'être à l'intérieur pour se retourner. Il était là à éviter des flaques avec ses chaussures ridicules à $500 munies de talonnettes spécialement faites pour lui. Il avait écopé du surnom de Napoléon après que leur collègue, Joey Trimble, leur avait raconté que le Français emportait.
Orville détestait se faire appeler ainsi, détestait tout ce qui lui rappelait qu'il mesurait 1,75 m et non le 1,80 m qu'il avait indiqué sur son profil de site de rencontre. Ellie n'avait jamais accordé d'importance à sa taille, mais elle se gardait bien d'aborder le sujet, car elle avait vite compris qu'il s'agissait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.